Eh bien, nous voici arrivés à Montmirail où un délicieux parfum de rétro flotte dans l'air. Parfait mariage entre art, patrimoine historique et vintage. C'est parti pour le salon Art et Vintage. Alors, je suis avec Christine Madiot-Bourrigaud, qui est donc la conceptrice et la coordinatrice de ce magnifique événement, donc Art et Vintage, ici à Montmirail. Bonjour Christine. Bonjour à vous, bonjour à tous. Vous allez bien? Oui, je me remets du Covid, donc un peu compliqué, mais oui, ça va. Et vous avez été quand même capable d'organiser tout ça. Alors là, où nous trouvons-nous? Alors là, on est en fait au-dessus des écuries du château. Donc c'est des salles qui ont été rénovées l'année dernière et qui servent principalement pour les séminaires, les événements d'entreprise, les mariages, les petits mariages. Et vous avez décidé d'investir ce lieu. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui... En fait, nous, c'est un festival dédié à l'artisanat d'art qui s'appelle maintenant Art et Vintage, puisqu'on a aussi des animations vintage. Et normalement, ce sont dans les salles d'art. Les principaux artisans d'art sont dans les salles d'art. Mais devant le succès de cet événement, nous avons dû en fait investir cet espace-là. Cet espace, il est plus réservé. On a un artisan d'art, mais on a aussi d'autres structures pour accueillir le plus possible d'exposants à ce festival. Donc en fait, vous avez souhaité créer cet événement dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art, c'est ça? Alors en fait, moi j'ai été sollicitée par la mission des métiers d'art il y a 4 ans maintenant, lorsque j'ai créé mon agence pour organiser un événement à l'occasion des Journées européennes, puisqu'il n'y en avait pas à part un autre événement ou 2 autres événements, Malicorne, qui existent dans la Sarthe. Et en fait, l'idée c'était de trouver un beau site patrimonial pour pouvoir en fait associer l'artisanat d'art et le patrimoine bâti. Donc venant de rencontrer en fait le propriétaire du château, puisque mon agence travaille principalement pour des châteaux, on a relevé le défi tous les deux d'organiser en fait cet événement à l'occasion des Journées européennes. Alors c'est très important pour vous de mettre en exergue ces exposants. Combien y en a-t-il aujourd'hui? Ce sont des créateurs, vous m'avez dit. Hein. Oui, alors nous, on n'accepte que des créateurs. Ils sont environ 25 au total. Oui, on est dans un château, on est dans quelque chose de très authentique. Donc on ne veut en fait que des professionnels et des gens qui font de la création. On n'a aucun revendeur. Sinon, en fait, on a des exposants vintage puisque c'est notre nouveau développement du festival. Mais sinon, ce sont effectivement que des créateurs professionnels et de très bonne facture. Et vous m'avez indiqué d'ailleurs que vous vouliez avoir vraiment des créateurs dans différents domaines pour ne pas qu'il y ait de redondance. Tout à fait. Alors jusqu'à l'année dernière, en fait, on était plutôt à rechercher des artisans d'art. On a la chance d'être connus et reconnus maintenant, donc ils viennent à nous et puis en fait ils se connaissent. Donc cette année, on a eu beaucoup de propositions. On sélectionne, on n'accepte pas tout le monde comme je viens de vous l'expliquer. Et puis parce qu'on ne veut pas en fait qu'il y ait plusieurs artisans dans un même domaine d'activité ou qu'il y ait 7 peintres. Voilà. Et donc on essaie d'avoir une diversité, ne serait-ce que pour les visiteurs. Et puis cette année, en fait, on a un bon turnover parce qu'on a des gens qui venaient pour la 3e fois, donc comme quoi ils se plaisent avec nous. Mais on a vis-à-vis des visiteurs, on avait envie aussi qu'il y ait beaucoup de nouveaux exposants. Donc je dirais qu'il y a 80% de nouveaux exposants en fait. Ah, super, donc on va découvrir de jolies choses. Et alors en même temps, je crois qu'il y a quelque chose autour de la musique, m'a-t-on dit. Oui, alors on a essayé de faire un petit focus sur la musique. Donc on a en fait l'ITEM qui est partenaire, qui est en fait dans les salles d'armes que vous allez visiter tout à l'heure, qui est une renommée internationale. On a en fait une personne en bas qui est archetière et quelqu'un qui fabrique des instruments de musique, des tambourins. Et on a en fait la présence du musée de la musique mécanique qui fait des démonstrations. Donc hier, on avait une jeune femme qui jouait des instruments et tout ça. Donc voilà, avec un petit focus sur la musique. Bonjour, je viens vous embêter. Comment vous vous appelez? Suzy Schmitz. Alors Suzy, vous êtes archetière, c'est un métier qui est très très rare. Hein. Oui, tout à fait. Bon, oui, c'est rare. C'est une niche dans une niche. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement en quoi consiste votre art? On fabrique et on restaure les archets pour les violons, alto, violoncelle et contrebasse. Et alors comment ça se passe? Là je vois que vous avez votre établi, il y a une flamme, c'est fait pourquoi? Donc là je suis en train de fabriquer un archet et après avoir raboté, en fait on met un cambre dans l'archet et pour faire cela on chauffe le bois et après on le passe sur une forme, on le force en fait à prendre la forme qu'on veut. C'est du cintrage en fait. Et donc du coup, est-ce qu'il y a une technique, enfin il y a différents archers ou tous les archers sont modulés de la même manière? On a des standards, mais après chaque archer est unique. Et donc en fait, les gens vous passent commande, les musiciens vous passent commande, comment ils vous disent voilà, je voudrais un son particulier. Est-ce que ça joue dans le son justement la forme de l'archer? Ce qui joue beaucoup en fait, c'est vraiment un tout. Mais oui, chaque archer est différent. On va avoir le bois déjà de base qui va jouer énormément. Comme par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme bois que vous travaillez? Moi, je travaille uniquement le pernambouc, c'est un bois brésilien.
Mais il y a différentes densités en fonction de comment l'arbre a poussé. Et du coup, on va le travailler d'une manière ou d'une autre en fonction de ses caractéristiques de base pour arriver ensuite à effectivement ce que le musicien désire dans un certain cadre. Parce qu'on a nous, on a des petits paramètres à respecter pour qu'un archer fonctionne bien. Et donc du coup, si on veut se faire faire un archer par vous, où est-ce qu'on va? Eh bien, on va au 10 rue du Docteur Leroy, au Mans. C'est dans la tribu coworking, l'ancienne galerie marchande des Arcades. Et on me passe un petit coup de fil avant pour être sûr que je sois là. Ok, merci beaucoup. Je vous laisse continuer de travailler et puis nous, on va continuer notre petit tour. Merci. Bon festival, merci. Merci. Bonjour, bonjour, c'est quoi votre petit nom? Bonjour, moi c'est Léa Charon et c'est Couture et Broderie, l'atelier des comptes. Alors apparemment, vous, c'est votre premier salon et en plus, vous remportez le prix, c'est incroyable. Oui, c'est ça, premier salon, assez ému d'avoir remporté le prix parce que c'est quand même une reconnaissance du travail effectué, donc vraiment très, très contente pour le coup d'avoir remporté le Lastel d'or des métiers d'art au château de Montmirail. Alors expliquez-nous ce que vous faites, vous exactement, comment vous travaillez. Alors je travaille sur un métier à broder, donc on travaille sur l'envers du tissu. Donc on va vraiment en fait venir avec le crochet de Lunéville qui est l'outil de travail, remonter finalement les perles sur le métier. Donc c'est vraiment un geste très précis qu'il faut attraper. Hop, venir chercher son fil sur l'endroit du tissu et ensuite remonter les perles qui sont sur la bobine pour vraiment venir les caler sur l'ouvrage. Et ensuite, une fois qu'on retourne, on a toutes nos perles posées, fixées, et ça va donner les robes qui sont sur le stand actuel. Alors, vous êtes brodeuse, on peut dire ça comme ça. Est-ce qu'on peut broder sur tous les supports? Vous brodez pas que sur des vêtements, j'imagine? Non, on peut broder surtout, en fait, on brode avant de confectionner la pièce. Donc ça veut dire qu'on peut broder autant sur de l'organza, des tissus fins, que du velours, des jacquards, et ensuite créer des sacs, créer des vêtements, créer des accessoires cheveux. On peut tout créer avec la broderie. Si on veut vous trouver, vous êtes où exactement? Alors actuellement, on est sur le Mans. Et bientôt on sera à la manufacture, ça va être un endroit qui va regrouper vraiment tous les métiers autour du mariage et de la cérémonie. Et donc on sera donc 3 rue Barbier, ce sera la manufacture et c'est prévu d'ouvrir cet été. Génial, et puis alors je vois que la relève est assurée parce que c'est votre petite fille derrière. Oui, voilà, c'est ça, c'est ma petite Adèle qui porte et qui teste toutes les robes confectionnées par maman et qui brode aussi, qui commence aussi à broder sur le métier en même temps que moi bien sûr. C'est la relève. Magnifique histoire, la transmission. Vous avez un vrai savoir-faire et vous le transmettez, c'est formidable. Merci à vous en tout cas pour d'être venu voir et de montrer les métiers d'art, de transmettre aussi par le média le savoir. Merci à vous et puis bon salon. Merci. Au revoir. Bonjour, c'est quoi votre petit nom à vous? Alors moi je m'appelle Marina Villeneuve. Et vous êtes relieuse donc? Tout à fait, relieuse et restauratrice de livres anciens. Et donc on peut vous trouver à Montmirail? Oui, tout à fait. Juste en bas, sur la place en bas de la place du château, juste en face de la boulangerie. Super. Et alors, est-ce qu'il y a plusieurs types de reliures? Oui, tout à fait. Il y en a vraiment énormément. Déjà, en fait, à l'époque, ça dépendait vraiment des entreprises. En fait, chaque reliure avait sa façon de faire. Et donc ça c'est un petit peu, avec tout l'univers de la reliure, il n'y a pas que en Europe, il y en a aussi en Asie. Et donc du coup, on a vraiment plein de techniques qui existent. Donc là, si vous voulez, je vais vous en montrer quelques-unes. On veut bien. Donc alors là, par exemple, on a un type de couture qui s'appelle la couture Cops. Donc comme son nom l'indique, en fait, c'est un type de couture très ancien, mais qui aujourd'hui en fait se retrouve dans pas mal de reliures modernes. Et même certains éditeurs, pour certains livres de prix, en fait, refont en fait ce système parce qu'il permet en fait une ouverture du livre très ample et qui n'abîme pas en fait justement le livre en fait dans sa structure. Même quand il vieillit. Tout à fait. Après ici, on a quelque chose de plus traditionnel puisque là, on ne voit pas la couture justement. Donc on est sur ce qu'on appelle une reliure à plat rapporté. Donc toujours avec des cahiers. Ça, c'est vraiment la principale caractéristique de la reliure traditionnelle. C'est qu'on a des cahiers. Donc la couture, elle est derrière le dos en cuir. Et on a en fait ces plats qui sont rapportés. Ça se voit en fait ici au décrochement. Et là, par rapport, en fait, on voit le dos du cuir qui est ici en cuir. Et là, les plats recouverts de papier marbré. Après... Donc on a d'autres types aussi de couture apparente, donc par exemple celui-ci, donc qui peut aussi se trouver sous une forme croisée, où les fils en fait sont croisés 2 à 2, ça fait très sympa. Et ensuite on va avoir des choses beaucoup plus modernes au final, donc comme ça c'est une reliure en fait avec un plat articulé. On appelle ça aussi la reliure escargot. C'est facile à faire ça?
Ça demande un petit peu de temps celle-là parce qu'en fait il faut déjà découper toutes les bandes en fait de carton à la bonne taille et après donc on a un premier passage en toile où il faut bien respecter du coup les espacements etc. et s'assurer que tout soit bien d'équerre avant en fait de faire le recouvrement intérieur du plat intérieur. Et alors là-bas, je voyais un livre, il est magnifique, on dirait un vieux grimoire. Oui, c'est fait pour. Donc il a une petite histoire en fait ce livre, il est assez spécial donc c'est le seul livre imprimé que j'ai là aujourd'hui. C'est, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu tout ce qui est la littérature fantastique, horreur du fin 19e, début 20e, un petit peu. Donc Lovecraft, ça vous parle? Donc bah voilà, en fait ce livre c'est le Necronomicon, tout simplement. Et donc je me suis inspirée de l'histoire de ce livre qui était censé être relié sur peau humaine, écrit avec du sang, etc. Enfin des choses un petit peu spéciales quoi. Pour en fait créer donc cette reliure. Donc le livre, je l'ai acheté neuf, j'ai démonté, je l'ai patiné, recousu, etc. C'est de la peau? Oui, c'est du cuir, mais pas de la peau humaine. Hein. Rassurez-moi. Non, on est sur de la chèvre, du mouton et de la peau de porc. Donc ça s'inspire en fait des reliures carolingiennes. On voit un petit peu là les reflets justement de la passure, qui est une passure en M en fait. Et ensuite, je l'ai patiné en fait et modifié pour faire croire qu'il aurait été retapé en fait au 19e siècle. Mais merci beaucoup, merci beaucoup. Ben, je vous laisse continuer votre salon et puis donc si on veut venir vous voir, c'est à Montmirail. À Montmirail, tout à fait. Parfait, en face de la boulangerie. Voilà. Vous avez compris, en face de la boulangerie pour faire relier vos livres. Hein. Merci. Bonjour, c'est quoi votre petit nom? Aurélie Nauduc. Alors Aurélie Nauduc, a priori, vous travaillez le verre, si j'ai bien compris ce qui se passe ici. Il y a un florilège de couleurs. Comment vous faites pour juxtaposer toutes ces couleurs sur votre verre? Alors, ma technique s'appelle du fusing. Donc, c'est un dérivé dans le travail du verre où je viens superposer des plaques de verre les unes sur les autres. Donc, ce qui me permet de créer tout ce qui est art de la table, des objets décoratifs comme des tableaux, des sculptures, des petits soliflores. Je passe également par les bijoux et mon côté rigolo dans mon travail, ça va être surtout la bouteille. Donc ici, vous allez avoir des bouteilles aplaties qui servent maintenant de petits supports pour l'apéritif, pour mettre le saucisson, pour mettre les cuillères. Donc ce sont vraiment des vraies bouteilles que j'aplatis. Vous faites ça comment? Alors je les chauffe, toutes mes pièces partent en moyenne pour 24 heures de cuisson. Je vais les monter à peu près à 830 degrés. Donc grâce à la chaleur, ça va venir fusionner les différentes épaisseurs de verre ensemble. C'est très très beau. Et alors les boucles d'oreilles que vous portez, c'est vous qui les avez créées? Bah exactement, tant qu'à faire, hein, on profite pleinement de son travail. Donc c'est vrai que j'ai cet avantage-là, c'est que je fabrique, je porte, je vois ce que ça donne et après, en général, vu que les gens aiment bien, je mets en vente. Et alors on est sur une moyenne de prix d'à peu près combien? Il y en a pour toutes les bourses? Il y en a pour toutes les bourses, ça part de 10-20 euros à des sculptures que je vais avoir à l'atelier verre et métal à des sommes beaucoup plus importantes. Ce que je propose, c'est du direct, c'est mes idées à moi, mais bien sûr je travaille... Vous faites du sur-mesure? Voilà, je travaille sur commande directement, où j'ai un premier contact avec les clients qui viennent à l'atelier, qui viennent ici, qui me rencontrent, et après justement ils osent venir me rencontrer à l'atelier pour échanger en direct. Et alors l'atelier est où? Donc je suis située sur Ivry-l'Évêque, caché en pleine campagne, mais il faut pas avoir peur, faut venir me voir. Voilà, l'idéal, un petit coup de téléphone avant, mais je vous accueille en toute simplicité, voilà, toute l'année. On redit le nom de l'atelier? Donc Atelier Verre d'Enfer sur Ivry-l'Évêque, Aurélie Nauduc. Ah voilà, merci beaucoup. Ellie, bon salon. Merci à vous. Et puis quant à nous, on va se quitter en fait, parce que toutes les bonnes choses ont une fin. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut et prenez soin de vous.